Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, et la semaine dernière, mon père m'a appelé en pleurant. C'était la toute première fois de ma vie que je l'entendais pleurer. Il y a 2 ans, c'est moi qui avais appelé mes parents en larmes. Je venais de recevoir un diagnostic de cancer de stade 3 et mon père avait alors prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. 6 mois de chimiothérapie, 36 trajets à l'hôpital et pas une seule visite de ma famille. Ils étaient bien trop occupés à préparer le mariage de mon frère. Aujourd'hui, mon père a besoin de moi et ma réponse a tenu en exactement 7 mots. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, le jour où j'ai reçu l'appel de mon médecin. J'étais directrice artistique senior dans une agence de taille moyenne à Paris, dans le 11e arrondissement. Le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes, beaucoup trop de plantes grasses et une machine à expresso qui coûtait plus cher que ma première voiture. J'adorais mon travail et j'étais douée. Je m'étais battue pour passer de stagiaire à designer senior en 5 ans, sans l'aide de personne. Mon appartement était un 2 pièces à Montreuil. Rien de luxueux, mais c'était le mien. J'avais une Monstra sur le rebord de la fenêtre que j'avais réussi à garder en vie pendant 3 ans, ce qui me semblait être un petit miracle. J'avais ma routine avec mon café à 6h30, le sport 3 fois par semaine et le dîner avec mon ami Manon les jeudis. Ce mercredi-là avait commencé comme tous les autres. J'étais en plein milieu d'une campagne pour un gros client, une start-up de la tech avec une date limite qui me faisait trembler la paupière. Mon ordinateur était ouvert et les notifications Slack résonnaient toutes les 30 secondes quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre car j'étais dans ma bulle créative mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix m'a dit que c'était le cabinet du docteur Girard et qu'ils avaient les résultats de ma biopsie. Je me souviens de la température exacte de mon café qui était tiède parce que je l'avais oublié pendant 1 heure. Je me souviens de la façon dont la lumière de l'après-midi frappait la cloison vitrée de la salle de réunion. Je me souviens avoir pensé que des résultats de biopsie ne devraient pas être annoncés avec ce ton de voix. L'infirmière a continué en disant que les résultats étaient arrivés et que le docteur Girard souhaitait que je vienne le lendemain matin à 8 heures. Mon café est resté intact le reste de la journée. Je n'ai rien senti au dîner ce soir-là car je ne faisais que penser au fait qu'on ne vous convoque jamais pour de bonnes nouvelles. Le lendemain matin, le docteur Girard n'a pas perdu de temps. Elle a annoncé un cancer du sein de stade 3 d'une voix douce mais clinique. Elle a précisé que la tumeur était agressive et qu'il fallait commencer le traitement immédiatement. Je me suis assise dans ce bureau stérile avec ses diplômes encadrés et son lisse de paix artificielle et j'ai senti mon corps quitter la chaise comme si je me regardais depuis le plafond. Une femme d'une 20aine d'années portant encore le blazer qu'elle avait mis pour aller travailler entendait des mots qui appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Elle m'a appelé par mon prénom et j'ai cligné des yeux en m'excusant. Elle m'a demandé si j'avais quelqu'un pour me ramener à la maison. J'ai pensé à appeler Manon mais il était à peine 9 heures et elle était de garde à l'hôpital. Mes collègues étaient des connaissances mais pas des amis. Alors sans réfléchir j'ai dit que j'allais appeler mon père. Voici ce qu'il faut comprendre sur ma famille. Mon père, Philippe, était le genre d'homme qui croyait que sa parole faisait loi. Pas comme un méchant de dessin animé mais de cette façon calme et inébranlable qui oblige tout le monde autour de lui à ajuster sa vie pour s'adapter à ses opinions. En grandissant nous ne discutions pas avec papa et nous ne lui posions pas de questions, nous faisions simplement ce qu'il disait. Et malgré tout, malgré les années passées à me sentir au second plan, je me suis tournée vers lui à ce moment-là. Parce que c'est ce que font les filles, n'est-ce pas? Quand le monde s'écroule on appelle son père. Je suis sortie du bureau de l'oncologue, j'ai trouvé un banc dans le couloir et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 tentatives pour cliquer sur son contact. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Il a demandé ce qu'il y avait et a précisé qu'il était occupé. Je devrais vous expliquer la hiérarchie de la famille. Mon frère Bastien a 2 ans de moins que moi mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont nos parents nous traitaient. Bastien était le fils prodigue et j'étais juste le bruit de fond. Bastien a fait une grande école de commerce non pas parce qu'il avait une bourse mais parce que papa a signé le chèque sans sourciller. On m'a dit que les filles n'avaient pas besoin de diplômes coûteux et j'ai dû contracter des prêts étudiants pour payer mon école d'art. Quand Bastien a eu son premier emploi, papa a organisé une grande fête. Quand j'ai été promue directrice artistique, maman m'a envoyé un emoji pouce levé.
Bastien venait de se fiancer avec Margot, une femme parfaitement agréable avec des cheveux parfaitement méchés et un travail parfaitement ennuyeux dans les ressources humaines. Le mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois, et cela avait consumé ma famille comme un trou noir dévorant la lumière. Chaque conversation tournait autour du mariage et chaque dîner de famille servait à l'organisation. Ma mère avait un tableau d'inspiration avec des centaines de photos. J'ai dit à mon père d'une voix brisée que je sortais de chez le médecin et que j'avais un cancer de stade 3. Il y a eu un silence. J'ai attendu en entendant sa respiration. Dans le fond, j'entendais la voix de ma mère demander qui appelait. J'ai demandé s'il m'entendait. Encore du silence. Puis il a enfin dit qu'il devait me dire quelque chose à propos de ce rendez-vous médical. Il a dit que nous devrions en reparler plus tard. Mais il n'a pas dit plus tard. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à garder des captures d'écran de nos conversations par message. Je me disais que c'était juste pour m'en souvenir car le brouillard de la chimio est réel et j'avais peur d'oublier des détails importants, mais peut-être qu'une partie de moi savait déjà que j'aurais besoin de preuves un jour. J'ai répété plus lentement que j'avais un cancer de stade 3 et que je devais commencer la chimiothérapie tout de suite en précisant que j'avais vraiment peur. Je pleurais maintenant et les larmes coulaient sur mon visage dans ce couloir d'hôpital. Une infirmière est passée et m'a lancé un regard de pitié. Je me suis tournée vers le mur, le téléphone pressé contre l'oreille, attendant que mon père dise les mots dont j'avais besoin. « Viens à la maison, nous allons affronter ça ensemble, tu n'es pas seul. » Au lieu de cela, j'ai eu un silence de 10 secondes. Puis Philippe a dit « Écoute Léa, ta mère et moi ne pouvons pas gérer ça pour le moment. » J'ai arrêté de respirer. Il a ajouté que mon frère préparait son mariage et qu'il y avait tellement à faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas assumer cela maintenant. Il a ajouté que j'étais une fille forte et indépendante et que j'allais m'en sortir. Sa voix s'est durcie comme elle le faisait toujours quand il voulait mettre fin à une conversation. Il a dit qu'il devait partir car Bastien et Margot arrivaient pour finaliser le dépôt de la salle de réception. La ligne a coupé. Je suis restée assise sur ce banc pendant 45 minutes. Les gens passaient devant moi mais personne ne s'arrêtait. J'étais juste une personne de plus dans un couloir vivant le genre de journée qui divise votre vie en un avant et un après. Je voulais rappeler et hurler que leur fille était peut-être en train de mourir. Je voulais dire qu'un mariage ne dure qu'un jour alors que le cancer est présent chaque jour pour le reste du temps qu'il me reste. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste fait une capture d'écran du journal d'appel indiquant 8h47 et une durée de 2 minutes 31 et je l'ai ajouté à un dossier intitulé Famille. Ce fut la dernière fois que j'appelais mon père pendant 2 ans. Le premier jour de la chimiothérapie, je suis allée à l'hôpital en voiture toute seule. Le centre de perfusion était au 4e étage. Cela ressemblait à un spa conçu par quelqu'un qui n'aurait lu des articles sur les spas que dans des revues médicales. On m'a attribué le fauteuil numéro 7. L'infirmière était une femme gentille nommée Rita qui a remarqué que c'était ma première fois. Elle m'a dit que c'était normal d'être nerveuse et que la plupart des gens venaient accompagner. J'ai regardé autour de moi et elle avait raison. Au fauteuil numéro 3, une femme tenait la main de son mari. Au fauteuil numéro 5, un adolescent écoutait sa mère lui lire un livre à haute voix. Au fauteuil numéro 9, un vieil homme mangeait une soupe maison apportée par sa fille. Au fauteuil numéro 7, il n'y avait que moi. J'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire que je commençais la chimio et que j'avais peur. Elle a répondu 6 heures plus tard quand j'étais déjà rentrée chez moi recroquevillée sur le sol de ma salle de bain avec une nausée pour laquelle je n'étais pas préparée. Elle m'a écrit de tenir bon et a ajouté qu'elle était chez le fleuriste avec Margot pour choisir les centres de table en me demandant mon avis entre les pivoines et les roses. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai capturé et j'ai répondu que les roses étaient jolies. Je ne lui ai pas dit que j'avais passé l'heure précédente à vomir. Je ne lui ai pas dit que j'avais dû m'arrêter 2 fois sur le trajet du retour parce que ma vue se brouillait. Je ne lui ai rien dit de réel car à quoi bon? J'ai rencontré Manon lors de ma 3e séance. Elle travaillait à l'hôpital et s'occupait d'un groupe de soutien. Elle est venue s'asseoir près de moi en remarquant que j'étais toujours seule. Elle avait des cheveux bouclés et un regard direct qui rendait le mensonge difficile. J'ai répondu que j'allais bien mais elle a souri en disant qu'elle n'avait pas demandé si j'allais bien mais pourquoi j'étais toujours seule.
J'aurais dû les conduire poliment mais j'en étais à ma 3e séance, mes cheveux commençaient à tomber et je n'avais pas eu de vraie conversation avec qui que ce soit depuis des semaines. J'ai dit que ma famille était occupée avec le mariage de mon frère. Elle n'a pas changé d'expression mais j'ai vu une étincelle de colère pour moi dans ses yeux. Elle m'a demandé quand était le mariage et quand était ma dernière séance. Elle a hoché la tête lentement et m'a expliqué que l'hôpital gardait des registres des visiteurs pour la sécurité mais que certains patients en demandaient parfois une copie pour leurs archives. Je n'ai pas compris pourquoi elle me disait ça sur le moment mais j'ai gardé l'idée en tête. 3 jours plus tard j'ai demandé ma première copie. Le mariage de Bastien était prévu pour le 15 octobre. J'étais entre 2 cycles de chimio, dans cette courte fenêtre où je me sentais presque humaine. Je ne prévoyais pas d'y aller car on ne m'avait rien demandé, pas même d'être témoin. Mais je pensais peut-être me montrer discrètement au fond de l'église. Puis mon père a appelé. Il a commencé par dire qu'à propos du mariage lui et ma mère avaient discuté. Un espoir stupide a brillé en moi. Mais l'espoir est mort quand il a ajouté qu'il pensait qu'il valait mieux que je ne vienne pas. Il a continué comme s'il expliquait une évidence à un enfant en disant que j'avais l'air malade, que j'avais perdu du poids et que mes cheveux étaient problématiques. Il a dit que c'était le jour spécial de Bastien et qu'il ne voulait pas que quelque chose vienne faire de l'ombre à la fête. Quelque chose voulait dire moi. Faire de l'ombre voulait dire rappeler à tout le monde que sa fille luttait pour sa vie pendant qu'il célébrait des plans de table. J'ai dit que je comprenais et c'était vrai. Je comprenais exactement quel genre de famille j'avais. Le mariage a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. La publication de ma mère a eu des centaines de mentions j'aime pendant que j'étais au lit à me remettre de ma 4e séance. Mon père rayonnait dans son costume et ma mère essuyait ses larmes dans sa robe en soie. Bastien et Margot étaient radieux entourés de 150 invités qui n'avaient aucune idée de l'existence de la sœur du marié. La légende disait que c'était le plus beau jour de la vie de leur famille. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai ajoutée au dossier. Puis j'ai fermé l'application et je ne l'ai pas rouverte pendant 6 mois. 3 semaines après le mariage, les factures médicales ont commencé à arriver. Ma mutuelle couvrait beaucoup de choses mais pas tout. Après les franchises et les médicaments non remboursés, je me retrouvais avec 47 000 € à payer. C'était de l'argent que je n'avais pas. J'ai vendu ma voiture et j'ai annulé tous mes abonnements. J'ai arrêté d'acheter de la nourriture qui n'était pas en promotion. Et quand cela n'a toujours pas suffi, j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de ne plus faire. J'ai demandé de l'aide à mon père par message en expliquant que les factures étaient trop lourdes et en demandant un prêt que je rembourserais. J'ai fixé ce message pendant 20 minutes avant d'envoyer car j'étais désespérée. Sa réponse est arrivée 2 heures plus tard disant que ta mère et moi venons de finir de payer le mariage de Bastien et que nous n'avons plus d'argent de côté pour le moment. Il m'a suggéré de regarder pour un prêt personnel car mon crédit devait être bon. J'ai lu le message 3 fois en attendant un mot d'excuse ou un je t'aime mais rien n'est venu. 47 000 € était le prix de ma survie et ma famille qui venait d'en dépenser 80 000 pour un mariage ne pouvait pas me donner un centime. J'ai ajouté la capture au dossier et j'ai contracté un prêt à 14% d'intérêt car je n'avais pas d'autre choix. La pire nuit est survenue après la 4e séance. L'oncologue m'avait prévenu que les effets étaient cumulatifs mais rien ne vous prépare à être allongé sur le sol de votre salle de bain à 2 heures du matin en tremblant de froid pendant que votre corps essaie de rejeter chaque cellule. J'ai perdu mes cheveux cette nuit-là, pas progressivement mais d'un coup. Je me suis réveillée avec un oreiller couvert de mèches blondes. Ces cheveux que ma mère tressait quand j'étais petite. J'ai rampé jusqu'aux toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À 3 heures moins le quart, j'ai appelé ma mère. Le téléphone a sonné 8 fois avant de tomber sur le répondeur. J'ai rappelé plusieurs fois mais toujours rien. À 3h15 j'ai envoyé un message à Manon pour lui dire que j'avais besoin d'aide. Elle est arrivée 40 minutes plus tard encore en tenue d'infirmière après sa garde. Elle n'a rien dit et s'est juste assise avec moi sur le sol en restant jusqu'au lever du soleil. Ma mère a rappelé à 10h23 en disant qu'elle avait vu mes appels mais que son téléphone était en silencieux car elle était au spa avec Margot pour évacuer le stress du mariage. Elle a demandé ce dont j'avais besoin. J'ai regardé Manon qui me préparait un thé et j'ai regardé mes plaques chauves dans le miroir. J'ai répondu que ce n'était rien. Elle a raccroché en disant de l'appeler quand je voulais.
2 ans plus tard, j'étais en rémission complète. Le jour où le docteur Girard m'a dit qu'il n'y avait plus de traces de la maladie, je suis allée pleurer dans le parking pendant 1 heure. Ce n'était pas des larmes de tristesse mais juste une libération. J'avais enfin le droit de respirer. Beaucoup de choses avaient changé. J'avais été promue car il s'avère que regarder sa propre mortalité en face donne une clarté que le monde de l'entreprise respecte. Mon patron, Monsieur Lefebvre, avait gardé mon poste ouvert et m'avait laissé travailler à distance. J'avais aussi déménagé et acheté un appartement plus grand avec vue sur la Seine. J'avais une vie saine et Manon était devenue comme une sœur pour moi. Je n'avais pas vu ma famille depuis 2 ans. Nous échangions le strict minimum pour les anniversaires. Et puis mon père a appelé un jeudi soir. Je préparais le dîner quand son nom est apparu sur l'écran. Mon premier instinct a été de laisser sonner mais la curiosité l'a emporté. Il m'a dit d'une voix faible qu'il ne m'avait jamais connue ainsi qu'il avait besoin de me voir. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a juste dit qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson. Il a ajouté qu'il voulait que je sois présente à un dîner dimanche avec ma mère, Bastien et Margot pour discuter de l'avenir. Je suis restée pétrifiée dans ma cuisine car durant toute la conversation il n'a jamais demandé si j'allais bien ou si j'avais survécu. J'ai fait des recherches et j'ai compris que le Parkinson demandait des soins sur le long terme et de la patience. J'ai compris pourquoi il m'appelait. J'étais le choix logique car je n'avais pas de mari ni d'enfant et on attendait de moi que je me sacrifie. J'ai dit à Manon que j'irais pour les regarder en face. Elle m'a conseillé d'apporter le dossier de preuve au cas où ils essaieraient de réécrire l'histoire. Le dimanche, je me suis habillée avec soin pour me protéger avec un chemisier en soie et une écharpe en cachemire. La maison de mes parents était telle que dans mes souvenirs, parfaite de l'extérieur mais là où j'avais appris que l'amour était conditionnel. Je suis entrée et ma mère m'a serrée dans ses bras en disant que j'avais l'air merveilleuse. Dans la salle à manger, j'ai remarqué que les photos de famille s'arrêtaient à mes 18 ans alors que celles de Bastien continuaient jusqu'à son mariage. Bastien m'a salué chaleureusement et j'ai vu Margot qui était enceinte de 5 mois. Mon père était assis en bout de table et sa main gauche tremblait. Il avait l'air vieux et effrayé. Après le dîner, il a pris la parole en disant qu'il aurait besoin d'une assistance constante à cause de sa maladie. Il a déclaré qu'ils avaient discuté en famille et qu'il pensait que la meilleure solution était que je revienne vivre à la maison pour m'occuper de lui. Il a dit que j'étais le choix évident car je n'avais pas de famille à moi et que je travaillais souvent de chez moi. J'ai senti le mot évident comme une gifle. Bastien a acquiescé en disant que lui avait un bébé qui arrivait et un travail prenant. Ma mère a ajouté que c'était ce que les filles faisaient et que mon père avait besoin de moi. Il parlait comme si je n'avais rien fait ces 2 dernières années. J'ai demandé calmement quand était la dernière fois qu'ils avaient demandé comment j'allais ou si j'étais encore en vie. Il y a eu un silence pesant. Mon père a demandé de quoi je parlais. J'ai demandé s'il savait si j'étais encore en rémission ou ce que mes derniers examens montraient. J'ai rappelé que j'avais eu un cancer de stade 3, que j'avais perdu mes cheveux et que j'avais payé 47 000 € seul parce qu'il ne voulait pas m'aider. Mon père est resté bouche bée. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table en leur demandant s'ils voulaient voir les messages où ils me demandaient de choisir entre des fleurs de mariage et ma santé. J'ai montré le registre des visites de l'hôpital indiquant aucune visite pour 36 séances. Ma mère a commencé à pleurer en disant qu'elle ne savait pas que c'était si grave mais je lui ai rappelé que je leur avais tout dit. Bastien a regardé les preuves sur le téléphone et son visage est devenu livide. Margot regardait mon père avec une expression de dégoût. Mon père a essayé de dire que c'était le passé et qu'il fallait se concentrer sur le présent car il était malade. Il a répété que j'étais sa fille. Je me suis levée et j'ai repris mon téléphone. J'ai expliqué ce que signifiait vraiment être une famille, c'est-à-dire être présent à 2 heures du matin et aider pour les factures médicales. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit qu'il avait un fils pour qui il avait payé un mariage à 80 000 € et que c'était à lui de s'occuper de lui. Bastien a protesté mais je lui ai rappelé que moi aussi j'avais eu des responsabilités quand je luttais pour ma vie. Mon père s'est mis à pleurer en s'excusant et en disant qu'il avait peur de l'avenir. Pour un instant j'ai ressenti l'ancien besoin de son approbation mais la femme que j'étais devenue était plus forte. Je lui ai rappelé que 2 ans auparavant je l'avais appelé en pleurant et qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de ça pour le moment.
Alors j'ai souri et j'ai dit ma réponse de cette mot qui était que je ne peux pas m'occuper de ça pour le moment. Je suis sortie sans me retourner. Ma mère m'a suivi dans l'allée en criant que nous étions une famille et qu'il m'aimait. J'ai répondu que la famille ne vous laissait pas seule face à la mort et que l'amour ne s'offrait pas seulement quand on avait besoin de quelque chose en retour. Je suis partie et pour la première fois en 30 ans j'ai senti que j'étais enfin libre. Une semaine plus tard maman m'a appelé pour dire que Bastien avait dû prendre un congé et que son patron était mécontent. Elle a ajouté que Margot commençait à comprendre pourquoi j'étais partie. 3 semaines plus tard j'ai reçu un message d'excuses sincères de ma mère disant qu'elle aurait dû me protéger. J'ai répondu que j'appréciais mais que je n'étais pas prête à parler. Puis une lettre de mon père est arrivée, écrite d'une main tremblante. Il avouait avoir échoué par orgueil et avoir choisi le bonheur de son fils au détriment de ma survie. Il disait qu'il voyait enfin la femme forte que j'étais devenue. Je n'ai pas répondu mais je n'ai pas jeté la lettre. Aujourd'hui je continue de vivre ma vie avec Thomas et Manon. Je ne vais pas me forcer à pardonner juste parce qu'il est malade car on ne doit pas s'immoler pour garder les autres au chaud. Je suis Léa, j'ai 30 ans, je suis une survivante et j'ai appris que la famille n'est pas une question de sang mais de présence. Parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même est de s'éloigner de ceux qui ne vous ont jamais aimé en retour. Cette histoire nous rappelle cruellement que les liens du sang ne garantissent pas toujours la loyauté ou la compassion et qu'il est parfois nécessaire de construire sa propre famille de cœur pour survivre aux épreuves les plus sombres. Il est fascinant et terrifiant de voir comment certaines dynamiques familiales privilégient les apparences comme un mariage coûteux au détriment de la vie même d'un de leurs membres et la réaction de Léa est une leçon de courage et de respect de soi face à la manipulation émotionnelle. Le fait qu'elle utilise exactement les mêmes mots que son père pour marquer sa limite montre une maturité incroyable car elle ne cherche pas la vengeance mais simplement la justice et la protection de sa propre paix intérieure durement acquise. Nous devons tous apprendre à identifier ces relations toxiques où l'on ne se souvient de notre existence que lorsqu'une utilité se présente et avoir la force de dire non sans culpabilité. La rédemption demandée par les parents à la fin reste incertaine et c'est ce qui rend ce récit si authentique car le pardon ne s'achète pas avec une simple lettre après des années d'abandon systémique. Et vous qu'auriez-vous fait à la place de Léa si votre famille vous demandait de devenir leur aide-soignante après vous avoir abandonné pendant un cancer et pensez-vous que le pardon soit possible après une telle trahison ?